L'année dernière, j'avais oublié mon micro. Cette fois, il est là. Salut tout le monde, c'est Lisophile et bienvenue au Festival de Vichy. Et on est reparti pour un nouveau festival de Vichy. Je suis très content de revenir à ce festival parce que, comme je vous l'avais dit la première fois que je l'ai fait, en fait c'était une vraie révélation, une vraie découverte. C'est le meilleur festival que j'ai fait parmi tous ceux que j'ai fait, c'est-à-dire 4. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a moins de monde que dans un festival classique. Pourquoi moins de monde ? Juste parce que c'est des boutiques, des influenceurs, des auteurs, des illustrateurs. Il n'y a pas de public et du coup il y a moins d'accessibilité, même si clairement par rapport à l'année dernière, il y a du monde. Cette première journée a été un petit peu particulière, vous allez voir quelques images défiler. C'était quand même sympa, mais c'était surtout une journée de repérage. Aujourd'hui, c'était la journée, surtout, rendez-vous. On a enchaîné rendez-vous Matago, rendez-vous Lucky Duck, rendez-vous Yellow, et on avait faim, parce qu'en fait, on a fini à 15h. Donc j'étais très content de découvrir tous ces jeux chez Yellow, chez Matago, chez Lucky Duck. J'ai vraiment des très belles découvertes que j'espère pouvoir vous présenter dans la suite de ce vlog. Et après, le reste de la journée, ça a majoritairement été du repérage dans le salon, même si on a quand même joué à quelques jeux. Premier jeu auquel on a joué, c'est Redac Chef. Redac Chef, c'est un jeu de rapidité dans lequel on a 4 minutes pour récupérer des petites tuiles de magazines, on va dire ça comme ça. Et donc ces tuiles qu'on va récupérer, on va les mettre sur notre bureau pour ensuite les agencer sur une page. Sauf que si on a pris trop de tuiles, en fait, on va perdre des points de victoire. S'il nous reste des creux dans le magazine qu'on a créé, on perd aussi des points de victoire. Le but étant d'agencer au mieux pour que ce soit le plus harmonisé, notamment de mettre des photos à côté des articles et non pas des photos à côté des photos à côté des photos, parce que sinon ça fait redondant et donc on n'a pas des points, on calcule pas les points, on doit retourner nos tuiles dans ces cas-là. C'était une découverte très amusante. 4 minutes pour faire à la fois de la récupération de tuiles, puis se stopper de récupérer des tuiles, puis les placer, puis dire j'ai fini. 4 minutes, ça passe très très vite. C'est un jeu qui est très fun, que j'aimerais beaucoup rejouer, beaucoup. Est-ce que c'est un jeu que je jouerai toute ma vie ? J'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, surtout qu'à chaque début d'une partie, on récupère une tuile spéciale qu'on place sur notre plateau, qui prend déjà de l'espace finalement sur notre page, et qui va nous donner une forme d'asymétrie dans notre partie, sachant que toute la partie se joue en 3 rounds, chaque round on aura une asymétrie différente. Donc il y a quand même ce côté qui est assez malin, puisque on pourra changer un peu de manière de jouer à chaque partie. Donc je le retiens quand même pas mal. Maintenant, on va se balader un peu plus pour essayer de faire d'autres opérages, voire de jouer si on peut, même si c'est pas forcément évident la première journée. On vient de finir ça et c'est vachement bien, ça se joue hyper vite et je vais vous faire un débrief maintenant. Vous l'avez tous vu au moins en images, en vidéo, en stories, en ce que vous voulez. C'est un jeu de placement, de construction, avec beaucoup d'opportunisme, des récupérations de tuiles à la Splendor. Vous aurez ce sentiment qu'on vous pique votre place alors que potentiellement c'est juste que vous aviez le même objectif. Dans Tower Up c'est simple, soit vous prenez des étages avec des cartes qui donnent des étages de couleurs, soit vous construisez directement sur le plateau. Les règles de pose elles sont toutes bêtes. Vous devez construire un bâtiment adjacent à un bâtiment déjà existant, d'une couleur qui n'est pas la même qu'un bâtiment existant adjacent, et après l'avoir fait, vous devez ajouter des étages aux bâtiments qui sont adjacents à là où vous avez construit, sinon vous ne pouvez pas poser. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir améliorer les bâtiments déjà existants. S'il y a des zones vides, vous rajoutez pas. Et donc, il va y avoir ce truc de, les places vont devenir de plus en plus chères. Vous allez avoir besoin de plus en plus d'étages pour pouvoir construire ne serait-ce qu'un étage. Et juste après avoir construit, vous allez pouvoir poser un de vos chapeaux qui vous donneront un bonus, un petit peu à la Planet Unknown, ou si par exemple vous avez posé votre chapeau sur du marron, vous montez votre marron d'autant de cases que l'étage en question. C'est hyper cool. C'est hyper cool parce que c'est hyper rapide en fait. On se pose très très peu de questions en fait sur le jeu. Nous on a joué sur la version géante, donc forcément il y a aussi une très grosse appétence visuelle. Même le jeu classique en fait, il a quand même ce truc de tu vois vraiment ce qui se passe sur le plateau, tu sais où tu vas aller. Il y a des objectifs évidemment dans la partie. Plus vous avancez sur une piste de couleurs, vous gagnerez de plus en plus de points. Si à la fin de la partie vous avez les chapeaux qui sont visibles parce qu'en fait les joueurs peuvent couvrir vos chapeaux, vous gagnerez de plus en plus de
de points de victoire si vous avez des chapeaux visibles. Bref, c'est très simple dans l'idée. Soit vous prenez des tuiles, soit vous construisez des bâtiments et ça s'enchaîne jusqu'à la fin où un joueur pose son 10e chapeau et après on fait un dernier tour. C'est génial, j'attends vraiment que ça sorte, ça sort début octobre. Ça fait partie de ces jeux que vous sortirez très facilement auprès de pas mal de gens. Vous pourrez même mettre des gens aux jeux de société grâce à ça, je pense. Je vous encourage très grandement à aller voir Tower Up et en plus, il sera pas très cher, aux alentours de 35 €. Et après tout ça, ben ouais, on a fait le tour. Eh bien pas tout à fait. Puisque quand je dis on a fait le tour, c'est juste qu'on a fait le tour des stands pour savoir justement ce qu'on devait faire pour demain. Mais étonnamment, eh bien après avoir terminé, on avait un petit peu de temps. On était allé revoir Unfriendly Game, ceux qui ont fait Dungeon Exit. Et je suis très content d'y être retourné, ne serait-ce que pour voir l'avancement de Dungeon Exit qui arrive fin novembre. Donc on va devoir attendre encore un peu. Mais surtout, eh bien ils sont très connus pour un autre jeu qui s'appelle Nekojima. Eh ben j'avais jamais joué à Nekojima et ça faisait très plaisir d'avoir un peu de temps pour pouvoir y jouer. Eh ben c'est très drôle quand même. Je veux bien le posséder parce qu'en vrai c'est très amusant. Ce principe de on balance 2 dés comme ça on sait où on doit poser 2 poteaux. Le poteau est choisi selon un cube qu'on pioche dans un sac. C'est tout bête mais ça donne un jeu d'équilibre et de manipulation, un jeu d'adresse quoi, qui n'est pas si évident que ça. À chaque fois en fait quand on voit les gens jouer à ce jeu, on se dit ouais, ils sont quand même pas très forts. Jouez-y et après vous verrez. Mais surtout, en fait, ils étaient là encore avec Nekojima parce qu'il y a une extension qui sort. Une extension avec un Tori. Un Tori, c'est une sorte de portail japonais qu'on voit dans les temples. Et il va être placé au début de la partie sur le plateau. Et donc, il va gêner les premiers placements. Mais il n'y a pas que ce Tori, il y a aussi un petit chat qui va être souvent bougé. Si jamais dans les endroits où on doit poser, eh bien, un de nos dés est violet, alors on devra déplacer le chat sur notre câble suivant. Ça rend le truc encore plus dur. On l'a fait. On a essayé du coup le jeu de base et le jeu avec extension. Le jeu avec extension rend le truc vraiment plus compliqué, mais pas moins intéressant pour autant. Il y a quelque chose de très sympa qui se rajoute, ne serait-ce qu'avec ce petit Oli qui est rajouté au milieu. Très content d'avoir découvert Nekojima et j'attends toujours Dungeon Exit, mais du coup je pense que je vais me le procurer ce petit Nekojima. Et on en a fini avec cette journée qui était hyper fatigante, mais juste parce qu'on s'est levé tôt pour faire le trajet, juste aussi parce que enchaîner plein de rendez-vous, en fait c'est s'emmagasiner plein d'informations dans la tête en très peu de temps, et mine de rien c'est pas facile du tout. Mais par exemple chez Yellow on a très envie de jouer à King of Tokyo Duel, et on va voir si demain on le fait. C'est parti. Eh c'est bon, partie de King of Tokyo Duel faite et ça fait plaisir parce que moi le seul King of Tokyo auquel j'ai joué c'est Monster Island et il y a quand même beaucoup de similitudes finalement avec le Monster Island. La gestion des dés n'est pas du tout la même. Après a priori ça ressemble beaucoup à King of Tokyo tout court, surtout notamment a priori pour les étoiles où là le principe des étoiles c'est si on en fait 3 on va pouvoir avancer sur une piste. Le jeu est quand même assez dynamique, on enchaîne bien les tours, c'est assez fun. Le genre de jeu d'affrontement qu'on sort assez facilement. C'est marrant parce que avec mon acolyte qui est derrière la caméra, je le disais, c'est le Dice Throne mais simple. Et finalement, c'est ça, c'est un jeu de Yams où on relance nos dés. On essaie de faire des combinaisons, on essaie de faire en sorte de pouvoir avoir ce qu'on veut et après on essaie d'avancer sur des pistes parce que le but du jeu c'est soit que notre jeton rouge ou bleu arrive de l'autre côté, soit que notre jeton rouge et bleu arrive à l'endroit des projecteurs et dans ce cas on a gagné, sinon on doit péter la gueule de l'adversaire à lui réduire ses points de vie à 0. Comme dans King of Tokyo, on a toujours le système d'achat de cartes qui marche très bien. Même si c'est pas si simple de choper de l'énergie, sauf avec les dés, il y a toujours de quoi gagner de l'énergie avec les dés. Bref, très content d'avoir découvert King of Tokyo Duel. C'est pas le genre de jeu où quand on les découvre on fait waouh, mais c'est le genre de jeu où on se dit ouais je le sortirai bien plusieurs fois dans la journée potentiellement. Parce que c'est fun, c'est rapide, c'est simple, accessible, et je pense que ça permet de mettre des gens qui sont pas habitués à des jeux d'affrontement parce qu'il y a cette facilité d'accès qui est quand même assez exceptionnelle je trouve. Je vous ai pas donné toutes les
les subtilités du jeu, mais on a des jetons qu'on va pouvoir placer sur le plateau pour rajouter des effets ou pour raccourcir le chemin ou pour l'allonger. Bref, c'est quand même très fourni malgré tout. Il y a pas mal de personnages différents qui rajouteront de la symétrie. Donc King of Tokyo Duel, c'est validé et on va enchaîner. Je sais pas où on va aller, mais on verra. On se retrouve ici parce que j'ai enfin testé Bombbusters. Bon, je dis enfin, en vrai, je l'avais un peu oublié, je l'avais vu vite fait en vidéo ou en post Instagram ou des trucs comme ça. Et en revenant à Vichy, eh bien, je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ah mais c'est vrai, Bombbusters, ça avait fait un petit bruit. Qu'est-ce que c'est Bombbusters? Tout d'abord, c'est un jeu de Hisashi Hayashi et c'est cool, c'est très cool. Cet auteur japonais qui amène toujours des jeux avec un petit truc. Moi j'avais adoré Level 10 et j'avais adoré En route vers les Indes. Là il revient avec un registre complètement différent. D'ailleurs la plupart du temps il revient avec un truc complètement différent. Ici c'est un jeu de déduction coopératif. L'idée c'est de déduire ce que les autres ont sur un plateau. On doit découper 12 fils tous ensemble et les seules actions qu'on a le droit de faire c'est est-ce que ça c'est tel fil? Si c'est le cas, eh bien on coupe nos fils en même temps puisqu'on peut pas demander si on n'a pas le fil correspondant. Et si c'est pas le cas, eh bien on avance vers notre perte au fur et à mesure du temps. Le but c'est de désamorcer une bombe. Donc voilà, au bout d'un moment ça va péter quoi. Le but, couper les 12 fils et il faut absolument pas couper le fil rouge qui est le fil 8,5. Un fil qui est pas forcément évident à cacher. On n'a pas le droit de l'indiquer avec des petits indices qu'on peut parfois montrer aux autres joueurs. Et donc va falloir déduire par rapport à tous les 8 sont tombés, tous les 9 sont tombés et lui il a un truc entre 8 et 10. C'est peut-être le 8,5 celui-là. Donc ça c'est le jeu de base, juste découper 12 fils en coopération en se donnant des infos etc. Mais le jeu évidemment propose bien plus que ça. On est sur un jeu qui à la base proposait 20 missions dans sa version originale au Japon et là on a 66 missions qui sont dans cette boîte proposée par Cocktail Game avec en plus à Vichy si vous étiez là 3 missions inédites dans un petit paquet. C'est un jeu qui va vous proposer des heures et des heures de réflexion avec une montée en difficulté de mission en mission, des ajouts de règles, des ajouts d'objets qu'on peut utiliser dans la partie, qu'on peut débloquer en fait pendant la partie et qui nous permettent d'essayer que ce soit un peu plus facile. J'ai adoré Bombbusters. C'est le genre de jeu en fait que j'ai envie de posséder juste pour pouvoir faire les 66 missions, voir ce que ça propose parce que forcément en salon on peut pas voir les missions supplémentaires directement parce que sinon on gêne un peu tout le monde. Et donc à la manière d'un Sink or Swim, à la manière d'un Quicksand etc, j'ai envie de faire tous les niveaux pour voir tout ce que le jeu a envie de proposer. Donc pour le moment c'est peut-être un de mes préférés que je viens de découvrir sur ce salon. Et on se retrouve devant les toilettes. Oui bon j'y peux rien si le jeu est là. En même temps j'aurais pu changer de plan. Mais non, parce qu'en fait on a joué à ça. Clash of Ardennes. Clash of the Ardennes. Bon bref, c'est un jeu où on se clash dans l'Ardenne. Eh ben je suis agréablement surpris. En vrai, en jouant à ce jeu, je me suis dit, je vais définitivement faire une vidéo sur ces fameux jeux à thème très sérieux que vous n'allez jamais voir en convention alors qu'ils proposent des trucs vraiment géniaux. Clash of the Ardennes, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu abstrait. Et oui, il aurait quelque part pu aller dans ma vidéo jeu abstrait, dans lequel on va invoquer des unités sur un plateau tout en longueur, comme vous voyez ici. À chacun de nos tours, on a 4 points d'action. Pour un point, on pose une unité devant nos lignes. Pour 2 points, on avance notre unité la plus en arrière vers le plus en avant. Pour 2 points, on peut retirer notre unité la plus devant, ou 3 points si elle est collée avec l'adversaire. Et après, si jamais on est au contact, eh bien on peut taper. Et dans ce cas, les infanteries peuvent tuer les mines les tanks les infanteries. Donc il y a un côté un peu pierre-feuille-ciseau en un sens. Et ben c'est super bien. 4 points d'action, des dilemmes dans tous les sens à se dire. Est-ce que j'invoque? Est-ce que je m'avance avec mon unité? Parce que si jamais on arrive à aller au bout d'une ligne, parce que c'est finalement le but du jeu, c'est d'aller au bout d'une ligne, eh bien nos unités restent sur cette ligne. Donc en fait, au fur et à mesure de la partie, on aura de moins en moins d'unités dans notre pool. Donc ça va être de plus en plus compliqué de récupérer des lignes adverses. Sachant que le but c'est d'atteindre des objectifs. En l'occurrence, mon objectif c'était gagner la ligne 3-6 ou de choper 3 lignes. Et là en l'occurrence, j'ai eu 3 lignes, mais la ligne 3, j'ai galéré à la
choper, donc j'ai finalement laissé tomber. Mais c'est vraiment ce genre de jeu où on a peu de choses possibles et qui sont super accessibles. Alors oui, le thème peut peut-être vous rebuter, le clash des Ardennes, des armées, machin et tout. Et en fait, c'est un jeu de stratégie très accessible, très rapide à jouer. En plus, enfin rapide, non pas tant que ça. C'est quand même un de ces gros jeux abstraits qui peut durer bien 45 minutes, je pense. Mais on a une hiérarchie entre les unités qui rend le truc très prise de tête, mine de rien. Et à côté de ça, on a d'autres unités, par exemple le général qui est super grand, donc qui peut prendre énormément de place sur le plateau. On a l'espion qui tue absolument ce qu'il veut, mais il est tout petit. Donc bref, on a plein d'unités différentes qui nous permettent de varier un petit peu les parties. Des cartes victoire qu'on récupère et qui nous donnent des effets supplémentaires lorsqu'on réussit à gagner une ligne. Donc si vous n'avez jamais joué à des jeux type avec un thème un peu sérieux, à l'ancienne, etc., je vous oriente vraiment là-dessus. Clash of Ardennes particulièrement parce que j'y ai joué et que je peux vous dire que c'est bien. Et de toute façon, vous entendrez parler d'autres de ce type de jeux sur ma chaîne parce que c'est vraiment des jeux que vous allez pas voir et pourtant il y a quand même à voir. On se retrouve chez Intrafin. Et chez Intrafin, il y a une sortie qui me plaît beaucoup, je ne savais même pas que ça allait sortir. Il s'agit de, attention le nom, Stone Spy Architects. Ce jeu-là est un nouveau jeu dans l'univers de roleplayer. Et oui, Intrafin continue son épopée à travers tout l'univers de roleplayer. On a eu roleplayer, on a eu cartographeur, on a eu lockup, et là, cette fois, Stone Spy Architect. Ça fait partie de ces jeux où, dès que j'y joue, je retrouve en fait les mêmes sensations que j'ai dans absolument tous les jeux de l'univers roleplayer, c'est-à-dire des règles simples, mais des multiplicités de façons de faire des points qui rendent le jeu hyper addictif et surtout qui redonnent envie de jouer encore et encore, notamment du fait que chaque partie sera complètement différente. On est ici sur un jeu en plus très accessible de la gamme roleplayer, notamment parce que c'est un jeu de draft simple, c'est-à-dire on a 5 cartes, on en choisit une, on passe au voisin, on a d'autres cartes, on en choisit une, on passe au voisin, etc. jusqu'à ce que tout le monde ait 4 cartes. Et donc le but du jeu va être de créer un donjon de 4 par 4 et de respecter des conditions pour faire de plus en plus de points. Soit respecter les conditions d'une carte, soit relier l'entrée à la sortie et du coup plus on fait de liens de l'entrée vers la sortie, plus ça rapporte de points. Faire des points avec des cartes bonus qu'on pourra récupérer dans la partie et rajouter des jetons avec l'argent qu'on récupère entre les manches, car le jeu se joue en 4 manches et chaque manche en fait c'est la création d'une ligne. Oui, vous avez un donjon de 4 cartes par 4 cartes, sauf que vous ne pouvez pas poser une carte en dessous d'une autre tant qu'on n'a pas fini la ligne en question. Donc ça va restreindre un petit peu la pause et on va tout faire pour essayer d'avoir la meilleure chose possible, la meilleure optimisation au niveau de notre donjon. C'est pas du tout une surprise, c'est juste un jeu satisfaisant en fait. Quand on a un jeu aussi simple que ça, aussi accessible, on va pouvoir enchaîner et il n'y a pas beaucoup de doute en fait quand on choisit les cartes. Ça a quelque chose de très efficace et on a envie d'y retourner, comme je le disais justement, grâce à ces fameuses cartes bonus. Là par exemple, c'est gagner 1 point par monstre sur les cases centrales. Là c'est regarder le chemin continu où vous avez le plus de pièges. Et donc à la manière d'un roleplayer, plus vous avez de cartes rouges, plus vous avez de points. Et là c'est plus vous avez ceci, plus vous avez de points. Et donc ça fonctionne super bien, c'est typiquement le genre de jeu que j'aime. Je le posséderai, je pense que je veux tous les jeux de la gamme roleplayer. Évidemment cartographeur reste mon préféré, mais celui-là, il y a moyen qu'il reste quand même très haut dans le panier. Je pense que le dernier c'est Lockup, malgré le fait que je l'aime beaucoup, puis roleplayer, puis Stone Spine et cartographeur que je trouve être le plus intéressant, le plus polyvalent, vraiment génial quoi. Ça sort en novembre, comme d'hab pour Noël, etc. Mais bon, on est à Vichy, c'est pour ça. Et donc on va enchaîner par je sais pas quoi, parce que en fait aujourd'hui on prévoit pas grand chose en vrai. Enfin,
Divinus, c'est joué. Ça fait depuis Cannes 2023 qu'on entend parler de ce jeu. A priori, c'était un enfer en fait en termes d'édition et tout ça, donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, mais il est enfin là. Alors on y a joué. Effectivement, on peut pas se rendre compte d'absolument tout le jeu en jouant que la première partie, puisque que la première partie, eh bien, c'est littéralement une sorte de King Domino / Carcassonne dans lequel on va acheter des tuiles en posant des dés sur un plateau. La valeur de la tuile, eh bien, c'est le chiffre du dé en question qu'on va poser. Donc on peut poser plusieurs dés pour faire des valeurs de fou, ou bien un seul dé, et dans ce cas, on peut récupérer la tuile si ça correspond. Et après, on fait un damier de 4x4. C'est tout. Enfin, j'exagère en disant que c'est tout, mais globalement, c'est un jeu où on va essayer d'avoir la majorité de nombre de montagnes, avoir la majorité de nombre de mers, d'avoir la plus grande montagne, d'avoir la plus grande mer, de récupérer des casques qui sont placés sur les différentes tuiles, et dans ce cas ça fera avancer une histoire sur le scénario, notamment si on récupère 3 casques romains sur la plaine, eh bien on dit dans le scénario j'ai réussi cette quête. Qui est-ce qui l'a réussi? Eh ben c'est ce personnage là, et dans ce cas ça nous sort une histoire, des autocollants à récupérer. Alors là ils sont sur des jetons, mais normalement c'est des autocollants qu'on récupère et qu'on pourra ensuite placer sur les tuiles, et ça rajoutera des règles encore plus, puisque le jeu c'est un jeu en 12 parties, c'est une campagne en 12 parties où on va coller des choses sur nos dés, notamment on peut mettre voilà, une valeur de 3 ou 6. On va coller sur les tuiles, on va coller sur nos box. Bref, il y a pas mal de choses qui vont évoluer au cours de la partie. Il va y avoir des quêtes différentes au cours des scénarios, des conditions supplémentaires, des effets spéciaux sur les personnages. Tout ça accompagné par une application qui va nous guider, même si c'est très basique comme ça. En fait, même le très basique est très sympa à faire. Alors s'il y a un effet aventurier du rail Legacy, c'est-à-dire on rajoute des règles et on complexifie la chose, on la rend de plus en plus riche, etc. Eh ben, je n'attends que ça. Donc enfin Divinus s'est joué, et là on va aller juste derrière pour jouer à Toriki. Eh bien, je vous ai dit qu'on allait jouer à Toriki, et on y a joué. Eh bien, Toriki, c'est validé. Oui, c'est un jeu un peu plus à destination des enfants, mais vu ce qu'il propose, eh bien, je retrouve les mêmes sensations que je peux avoir par exemple avec un Zombie Kids. C'est-à-dire un jeu effectivement très accessible et donc plutôt pour les enfants, mais où les adultes peuvent quand même s'amuser, notamment avec le fait que, eh bien, il y a quand même des idées logiques. Par exemple, utiliser le couteau pour couper des feuilles, utiliser la longue vue pour essayer de voir des choses un peu plus loin. Le silex et des petits bois, ça fait du feu, logique. Enfin voilà, des choses comme ça. Et finalement, on se retrouve dans un petit jeu d'aventure avec un petit peu de réflexion. Donc évidemment, la réflexion n'est pas très compliquée, mais comme c'est très évolutif, eh bien, on a envie de voir la suite au fur et à mesure. Il y a le plateau qui va s'étendre au fur et à mesure avec des pièces de puzzle. On va choper de plus en plus de cartes avec des QR codes qui sont analysés par une application et qui vont nous dire ce qui va se passer. Du craft d'objets, un répertoire d'espèces, et dedans, il y a tous les animaux, toutes les plantes qu'on va rencontrer, et on va devoir leur donner un nom. Donc c'est un côté un petit peu rigolo aussi de tout ce petit truc là, avec des objectifs régulièrement qu'on va choper. Par exemple ici, construire un abri. C'est typiquement un jeu que je serais content de jouer, ne serait-ce que parce que c'est un jeu où on se prend pas la tête. Pour moi, c'est très important dans une ludothèque d'avoir des jeux beaucoup plus légers, beaucoup moins prise de tête. Zombie Kids par exemple, ça l'est, mais c'est plus prise de tête que Toriki, parce que Toriki, il y a un côté quand même beaucoup plus je vais utiliser le mot cocooning, mais c'est pas exactement ça que je veux dire. On se laisse porter par le jeu, c'est ça que je veux dire. On se laisse porter par ce qu'on nous propose. Quand on a un truc négatif qui arrive, c'est pas si grave que ça. Bref, c'est tout mignon, c'est chez Lucky Ducks, ça arrive très bientôt, puisque comme je le disais tout le temps, eh bien c'est Vichy, c'est pour Noël, etc. Donc logiquement, c'est très bientôt. Bon, la journée avance bien, on a fait quand même beaucoup de jeux aujourd'hui, mais on va pas s'arrêter là, on va essayer d'en faire encore quelques-uns, et notamment on va essayer enfin de jouer à Diluvium. On va voir si on va y arriver. Après 1 an et demi, parce que voilà, il y a Yoann qui rigole à côté, parce que oui, ça fait 1 an et demi qu'on voit ce jeu, qu'à chaque fois on dit faudrait qu'on vienne jouer, et à chaque convention on ne les joue pas. Diluvium, c'est bon, c'est fait. Un 4X qui fait moins d'1 heure. Et c'est pas une blague en plus cette fois-ci. C'est pas genre on dit que ça dure moins d'1 heure, et en fait avec les règles et la première partie c'est compliqué. On a mis
30 minutes à 3 joueurs, c'est-à-dire 10 minutes par joueur. C'est rien, c'est tellement rien. Et pourquoi est-ce que c'est si efficace? Parce qu'en fait, chaque action de 4X, finalement, sont très très courtes en fait. Notamment l'exploration, on se déplace, on met un cube pour dire j'ai exploré, et selon ce qui se passe avec le cube qu'on a placé, soit on gagne de l'argent, soit on place un bonhomme. Placer un bonhomme, ça nous donne une ressource. Et après, on a la colonisation, là on place des bonhommes aux endroits qu'on a explorés. La production, on produit sur une tuile qu'on a choisie, et dans ce cas, on récupère tous les endroits où il y a des colons sur cette tuile. Donc ça nous permet de choper des ressources sur ce petit chevalet. Chevalet qui est limité à 6 ressources, donc il va falloir les dépenser relativement vite. Et notamment, comment on va les dépenser? On va les dépenser dans l'action de production. Si on a 2 épées, on augmente notre force militaire de 1. Si on a 2 joyaux, on peut les dépenser pour gagner des points de victoire. Et puis évidemment, il y a la baston. On va pouvoir déplacer notre navire militaire. S'il y a un navire militaire en face, on se bat et on compare nos valeurs de force, et on peut dépenser des épées de notre inventaire pour pouvoir rajouter des dégâts. Et s'il n'y a pas de navire de guerre, on repousse l'adversaire, que ce soit des navires d'exploration, des colons, etc. Tout ça lui revient et on peut gagner des points de victoire de cette manière-là selon le nombre qu'on a renvoyé. Mais on se demande comment la partie se termine. Quand on a vidé une ressource parmi les 3, donc nourriture, épée ou bague. Et à partir de ce moment-là, on fait un dernier tour de jeu pour tout le monde. Et j'ai tout dit. Finalement, on a appris le jeu très très vite et on a joué très très vite. Il y a eu très peu d'hésitation dans les actions puisque on va pas prendre des risques inutiles. On a de quoi découvrir la carte avec des tuiles qui sont recouvertes, et donc il va falloir payer de la nourriture pour pouvoir les découvrir. La nourriture sert aussi à se déplacer plus loin sur le plateau. Il y a un système de cartes qu'on peut récupérer qui nous permet de faire des actions uniques. C'est très épuré en fait. Je crois que c'est le 4X le plus épuré que j'ai jamais vu, ce qui en fait aussi pour moi le 4X le plus accessible. Si vous voulez faire découvrir le 4X à quelqu'un, c'est parfait, et ce n'est pas dénué d'intérêt, même si vous connaissez le 4X et même si vous avez l'habitude de ces genres de jeux, puisqu'en plus de ça, là j'enlève toutes les tuiles, il y a une version asymétrique du jeu avec chaque faction qui ont un petit truc différent, et ça permet de renouveler un peu les parties. Et moi j'adore la symétrie, donc très très vite j'adore ça quoi. J'ai mis du temps à y jouer. Je regrette d'avoir mis du temps à y jouer. J'ai gagné en plus. J'ai gagné à 36 points. Autant se vanter de la journée, puisque avec 36 points, j'ai le score de la journée sur Tillivium. Et sachant qu'on est fin de journée, je pense que personne n'aura plus. Donc je suis très fier de moi. Donc c'est chez les amis de Nuts. C'est écrit Family Plus. Effectivement, ça reste quand même assez familial. Initié, on pourrait dire. C'est vrai que c'est la notion normalement qu'on dit. 1 à 4 joueurs, puisqu'il y a une version solo avec une campagne où on enchaîne différents scénarios. Il y a 15 scénarios différents. Tout ça pour dire que Diluvium, j'ai mis du temps à y jouer. Je regrette parce que c'était vachement bien. Fin de cette deuxième journée à Vichy. C'était une journée très prolifique. On a fait quasiment tout ce qu'on avait noté pour la journée. Mais du coup, ça veut dire que on n'a plus rien pour demain. Donc il va falloir qu'on trouve ce qu'on fait demain. J'ai des idées, mais on va voir ce qu'on va pouvoir trouver. Et il y a encore ces bruits de piaf à Vichy. Tout le monde, ceux qui passent à Vichy, vous savez de quoi je parle. Bon, cette année, c'est un peu chiant parce qu'il y a des travaux de partout. Bon, il y en avait déjà l'année dernière, sauf que là, ça bloque l'accès direct. Donc, il faut faire tout le tour par là-bas. C'est ultra chiant. Mais bon, le salon en vaut la peine. Pour ce début de journée, on va faire un retour. Et oui, un retour et non pas une partie. Et oui, parce qu'on a joué hier soir pendant juste chez nous quoi. Et en fait, on nous avait prêté une boîte de stickers. Alors je sais même pas si vous voyez l'affiche, monsieur l'assistant. Est-ce que vous voyez l'affiche? Ah, super. Stickers, c'est un jeu de cartes très nerveux dans lequel on va collectionner des petits animaux tout mignons. Et donc on est dans des sensations de jeu à la Exploding Kittens où on va jouer des cartes encore et encore, jusqu'à faire des collections pour faire des effets particuliers. Par exemple, dire est-ce que t'as telle carte? S'il l'a, il te la donne. Sinon, vous avez des effets pour piocher une carte. Mais surtout, vous avez une échelle de valeur, on va dire, pour les différents animaux. Et cette échelle de valeur, elle va pouvoir changer au cours de la partie en déplaçant les animaux. Et à la fin, on regardera qui a la majorité de tels animaux. Et dans ce cas, ils gagneront plus ou moins de points. Et c'est dans cette partie-là, justement, où on échange les places des animaux, que les gens vont s'engueuler, vont se tirer la bourre, justement pour dire mais attends, mais moi j'avais cette collection, elle gagnait beaucoup plus de points. À cause de toi, maintenant c'est de la merde. C'est exactement
exactement ça qui se passe dans ce jeu et c'est tip top. Mais évidemment, la promesse du jeu, c'est d'ajouter des règles plus ou moins à la partie au fur et à mesure des parties et en fait, vous allez personnaliser votre jeu. C'est pour ça que le jeu s'appelle Stickers. Vous avez après chaque partie une boîte que vous allez ouvrir avec plein de stickers et des règles potentielles que vous allez ajouter. Ces stickers, ils vont ajouter des effets aux différentes cartes, ils vont changer les règles et ces stickers, vous les mettez sur les cartes que vous souhaitez. Et c'est ça qui est très amusant, c'est qu'en fait, vous allez personnaliser vos animaux que vous aviez dans votre collection d'animaux. Donc rajouter des étoiles, donc des points de victoire, rajouter des effets potentiellement en bas. Et pour le côté un peu amusant du jeu, eh bien, vous avez même des boosters à l'intérieur avec juste des stickers de décoration que vous placez pareil sur vos animaux. Donc vous avez des cartes uniques, différentes à chaque fois et vous faites vraiment les combinaisons que vous voulez avec vos stickers. C'est très gadget, mais en fait ça rend le jeu de plus en plus personnalisé, de plus en plus mignon et donc ça en fait une vraie proposition en plus d'un bon jeu et ça c'est cool. Donc Stickers, ça sort très bientôt, ne le loupez pas parce que c'est vraiment un jeu hyper rapide, hyper fun auquel vous aurez envie de rejouer et re-rejouer un petit peu comme des jeux de cartes comme Exploding Kittens, Trio ou que sais-je. Bon, aujourd'hui c'est vraiment la journée où on a tellement tout fait que on sait pas trop quoi faire aujourd'hui. Enfin tout fait, non, bien sûr qu'on n'a pas tout joué à tout, mais ouais, on n'a rien sélectionné qui nous attirait plus. Donc là actuellement on gambade et on verra ce qu'on va faire. On bouffe et effectivement on fait pas grand chose, notamment là si on s'est surpris à jouer à quand même un petit jeu. On a joué à Survive the Island, qui est une réédition d'un jeu qui existait depuis 1982, ça fait quand même assez loin. Et du coup ça a été remis au goût du jour, c'est très beau, c'est efficace, ça va très vite. La stratégie au début j'ai rien compris au niveau de la mise en place, mais par contre on s'est bien marré et c'était très chill comme jeu, donc pourquoi pas, tu vois. On va encore gambader, hein. On sait jamais, on va peut-être trouver des pépites. Et on termine ce salon avec peut-être une maladie, un peu comme Cannes, moins violent quand même, mais peut-être une maladie. Vichy, c'est toujours mon salon préféré. C'est mon salon où on peut vraiment jouer parce qu'il y a peu de gens qui jouent, donc en fait les tables sont libres. Beaucoup de gens à sa disposition pour pouvoir nous présenter les jeux et donc découvrir un maximum de nouveautés tout en pouvant répondre aux questions. Et ça, c'est vraiment cool. J'aimerais rajouter que j'ai pu voir Le Seigneur des Anneaux Duel, qui est effectivement bien assez différent de Seven Wonders Duel, et du coup, c'est assez intéressant, en plus d'avoir une édition assez canon. Et j'ai pu avoir un aperçu d'un prochain jeu Seigneur des Anneaux qui s'appellera La Communauté de l'Anneau, le jeu de pli. Un nouveau jeu de pli coopératif, ça me hype beaucoup. De ce que j'ai pu en voir, c'est à chaque fois on a des missions différentes selon les personnages qu'on a. J'attends beaucoup ça, mais vraiment. C'est un salon où je retiens moins de choses, simplement parce que j'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas eu de vrais trucs à fond, même s'il y a des jeux que j'ai envie de rejouer. Je pense à Clash of Ardennes, je pense à Sticker que j'ai envie de rejouer beaucoup, je pense à Nekojima que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, merci aux auteurs de me l'avoir offert avec une petite dédicace. Et pareil pour Sticker d'ailleurs. En fait, c'était le salon surtout de la validation pour certains trucs. Par exemple, on a joué à Divinus, on savait qu'on allait adorer, on a adoré. Toriki, on savait qu'on allait y jouer, on savait ce qu'on y cherchait, on l'a trouvé. Diluvium, ça fait depuis PEL qu'on entend parler, on savait à quoi nous attendre, on l'a adoré. En fait, en quelque sorte, la nouveauté vraiment que j'ai adorée, mais qui ne m'a pas apporté de surprise pour autant, Stone Spine Architect dans l'univers de roleplayer, parce que j'adore ces jeux-là, j'adore les jeux de cet univers qui proposent de gagner des points assez facilement avec plein de possibilités différentes, tout en ayant quand même une réflexion. Donc ouais, je pense que c'est celui-ci que je retiendrai le plus, même si, entre Tower Up, Bombusters, etc. Bref, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties dans ce Vichy qui sont vraiment bien, et je suis très content d'être revenu ici à Vichy. J'espère, vous, que vous avez passé un bon moment à regarder ce vlog, que je ne vous ai pas trop ennuyé, et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain salon. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, c'est très important, juste pour pouvoir continuer la chaîne, pour pouvoir se vendre aussi auprès d'éditeurs, de choses comme ça, pour pouvoir vous proposer encore plus de contenu. C'est à ça que ça sert, les chiffres, ça sert pas à autre chose. Bon, j'avoue, pour l'ego, ça fait du bien, mais c'est pas l'idée en tout cas. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine, et puis d'ici là, moi, je vous dis, salut!